Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition de l'émission Débat économique sur Canal 2 Info. Voici le thème de notre débat aujourd'hui. L'endettement est-il un danger pour les économies africaines? Vous savez, on comprend toujours les prêts bancaires, les prêts de la Chine, les emprunts obligataires. Est-il un danger? Voici ceux qui ont accepté de participer à cette émission d'aujourd'hui. Je vais commencer à ma droite. Nous avions le docteur Jérémy Toko. Il est économiste universitaire, chargé de cours à l'université de Douala au Cameroun. Monsieur Toko, soyez les bienvenus. Merci, Monsieur Eli Smith. C'est un honneur de vous avoir ici aujourd'hui. Et à ma gauche, je commence à l'extrême gauche, c'est Monsieur Pierre Nunkam. Il est économiste, monétariste, ancien cadre à la BEAC et il est auditeur bancaire. Soyez les bienvenus. Merci Eli de nous faire l'honneur de nous inviter sur ce plateau pour débattre du sujet que vous avez annoncé. Et pour conclure, nous avions celui que vous connaissez déjà, les habitués de ce débat économique sur Canal 2 Info et puis sur d'autres plateaux. On ne doit plus le présenter, mais pour ceux et celles qui n'ont pas eu l'occasion, que c'est la première fois qu'ils sont sur Canal 2 Info, le débat économique, c'est Monsieur Henri Diabaté Mandeng, journaliste et chercheur. Monsieur Henri Diabaté Mandeng, soyez les bienvenus et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Eli Smith de m'avoir invité. C'est un honneur que de participer une fois de plus à cette nouvelle édition du débat économique. Il faut comprendre que l'Afrique a besoin de savoir où elle va et si on peut participer à l'éclairage de tous les Africains, ce serait quelque chose de formidable. Ce serait notre modeste contribution à l'effort de redressement panafricain. Voilà. Avant de commencer notre émission, j'ai une pensée à notre compatriote Melvin Ngassam Tchamba. Il a disparu au Congo-Brazzaville, au nord, il y a 5 ans aujourd'hui. On ne sait pas s'il est en vie ou il est mort. Et je voulais vous rappeler aussi que c'est une émission interactive. Nous avions beaucoup des internautes qui nous écrivent. Et on ne peut pas les citer tous. On a quand même choisi un échantillon. Vous avez, nous remercions M. Radjouma Teddy qui nous a écrit depuis Paris. Nous avions Elvis Mbongo. Nous avions Romis. Nous avions Moussa Kilo, Abdou Njikam, Robert Alain Lipoti, Nyobe Baudouin Nyobe, Serge Nyama depuis Londres Londres au Royaume-Uni. Oui, vraiment, il y a aussi Londres en Afrique du Sud, mais c'est East London. Londres au Royaume-Uni, c'est Serge Nyama. Et puis Alphonse Ndongo de Brazzaville au Congo. Voilà, ils ont aussi posé des questions. Je crois qu'au cours de cette émission, nous allons essayer de poser les questions posées par nos chers internautes. Et si vous avez vos questions, vous pouviez nous envoyer directement. Nous allons les poser à nos experts qui sont ici. Voilà, nous avions parlé de l'endettement. Et ce qui me plaît toujours et que je pense qu'on doit le faire quand on a des sommités, ceux qui connaissent et qui comprennent, la force de la communication est d'être simple, pour que ceux qui sont en train de nous suivre puissent nous écouter et comprendre. Parce que le problème, le fort des économistes et qui fait peur à beaucoup de gens est que quand on parle de l'économie, ils aiment utiliser des gros mots et puis c'est pour impressionner les gens, je pense. Mais écoutez, et donc voilà. Nous allons commencer, nous avons parlé de l'endettement. Je vais commencer d'abord à ma droite avec le docteur Jérémy Toko qui est économiste universitaire. Il est chargé de cours à l'université de Douala. Le docteur Toko, quand on parle de l'endettement, qu'est-ce que cela veut dire, l'endettement d'un pays? Qu'est-ce que cela veut dire? Merci. Quand on parle de l'endettement, c'est une situation qui est caractérisée par l'accumulation de dettes. Mais derrière le questionnement que vous posez, il y a comme une forme d'accusation, comme si l'endettement était une mauvaise chose. L'endettement est une situation normale d'une économie et même d'une personne. Parce qu'aucune économie, aucune personne ne peut avoir à un temps donné suffisamment de ressources pour entreprendre. Donc l'endettement est le moyen, et le seul d'ailleurs qui existe, pour pouvoir investir.
Sans l'endettement, l'investissement n'est pas possible. Donc c'est une situation normale. La question qui pourrait être posée, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'endettement? Qu'est-ce qu'on a fait de l'endettement pour qu'on arrive à une situation qui est maintenant dangereuse? Donc je pense qu'à ce premier niveau, on peut dire que l'endettement est une situation normale. C'est une accumulation de dettes d'une personne ou bien d'un pays qui le rend redevable vis-à-vis des parties qui peuvent être des banques pour un remboursement à une date prévue. Remboursement à une date prévue. Je vais directement à M. Pierre Nonkam, qui est économiste monétariste, ancien cadre à la BEAC et puis auditeur bancaire. Et puis c'est très important pour savoir que quand on parle de monnaie, tout le monde ne peut pas parler de monnaie. C'est un peu comme dans la médecine, tout le monde ne peut pas être dentiste ni chirurgien. Donc, je vais vous poser la même question sur l'endettement, la définition de l'endettement. Et puis une autre question qui va suivre, y a-t-il de bons endettements et des mauvais endettements? Mais d'abord, la première question. Pour vous, vous partagez la même définition de l'endettement que... Oui, c'est le recours à des tiers, à d'autres personnes, pour obtenir les moyens dont vous avez besoin pour financer un investissement. Alors, ça veut dire que vous n'avez pas assez de moyens maintenant, vous avez recours à des tiers, à d'autres personnes pour financer un investissement. Bon, maintenant, on ne peut pas dire que c'est une forme normale de financement, mais toutes les formes ne sont pas... Il y a plusieurs formes, toutes les formes ne sont pas bonnes. Parce que vous avez précisé qu'il s'agit de l'endettement d'un pays. Et je crois que c'est très important de dire en précisant comme ça, c'est bien de le dire. Parce que le pays qui a recours à l'endettement extérieur, on ne peut pas forcément saluer ce genre de financement. Parce que si ça atteint et dépasse un certain seuil, forcément, il hypothèque son autonomie, il hypothèque son indépendance économique est totalement hypothéqué. Ses enfants, bref, il n'est plus indépendant économiquement. Donc, il faut, du coup, comme on appelle l'endettement d'un pays, pour financer les besoins nationaux, si le recours est excessif vers l'étranger, forcément son indépendance est hypothéquée. Donc, là, en posant endettement comme ça, on tomberait dans le deuxième volet de votre sujet, les formes d'endettement. Et là, du coup, je pose, avant qu'on évolue, il faudrait dire qu'un pays, la forme normale pour financer est d'abord de mobiliser les moyens internes avant que d'avoir recours à l'extérieur. Et sur ce point, je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on aura à dire. Chez nous, on a l'habitude de penser que le financement ne viendrait que de l'extérieur. Et c'est ce que tous nos pays font. C'est complètement à tort. C'est complètement à tort parce que on néglige les moyens internes qu'il faut mobiliser. Donc on va hypothéquer. Et pour des générations multiples, l'indépendance, l'autonomie économique du pays, l'indépendance même du pays. Et quand on voit le débat qui a cours aujourd'hui contre le franc CFA, on peut comprendre suffisamment ce que je dis là. Pendant 50 ans, nos jeunes États n'ont eu recours qu'à l'étranger. Et pour financer, un peu comme dit la docteur, peut-être du n'importe quoi. Ça, il faut le dire, pour gaspiller, très souvent même pour détourner. Aujourd'hui, tout le monde, pour les pays africains membres de la zone franc, on pense que le franc CFA est à l'origine de tous nos maux, à tort ou à raison, on aura peut-être à évoquer cela. Oui. Mais en réalité, ça voudrait dire que la forme d'endettement n'a pas été jusque-là bonne. On aurait peut-être pu commencer à chercher ailleurs, sur le plan interne, avant que d'avoir un recours systématique à l'extérieur, comme le font nos États. On y reviendra suffisamment. On y reviendra suffisamment sur ça. Et puis maintenant, je suis avec un journaliste et un chercheur qui est Henri Diabaté. Monsieur Diabaté, alors, vos prédécesseurs ont parlé un peu, ils ont un peu donné la définition, ils ont un peu mis le décor. Et maintenant, je vais vous poser des questions en tant que journaliste et chercheur. Selon vous, quelles sont les causes principales de cet endettement des pays africains? Ben, les causes de l'endettement, vous savez, pour financer une économie, il faut aller chercher de l'argent, il faut mobiliser des ressources. Et généralement, les États, comme Pierre Nonkam l'a dit, les États ont, de ces 50 années, n'ont pas mobilisé les ressources internes la plupart du temps. Ils se sont tournés vers l'extérieur,
Donc, ils sont allés chercher de l'argent à l'extérieur parce qu'ils se disaient il faut financer l'économie, il faut essayer de bâtir les fondamentaux du développement dans nos pays. Donc, c'est ça, généralement, on a négligé un outil fondamental qu'on appelle la fiscalité. La fiscalité devait être, dans tous les pays développés, c'est la fiscalité qui est le levier principal de financement de l'économie. Alors, les gens, nos États sont plutôt allés chercher vers l'extérieur l'argent pour financer le développement de nos pays. Et cela, on a vu, bon, c'est avec le recul qu'on parle, on a vu toutes les difficultés que cela a créées, mais toujours est-il que c'est parce qu'on voulait financer nos besoins. Souvent, c'était pour bâtir ce qu'on appelait des éléphants blancs, c'est-à-dire des entreprises qui n'ont servi à rien, soit c'était pour financer des actions de prestige, des actions pompeuses, mais peut-être on peut revenir dessus plus tard pour essayer de parler de ces effets de l'endettement. Mais il faut dire que, en fait, c'était dans l'optique du financement de l'économie, de bâtir le développement de nos pays que nos États sont allés. C'est pour ça que nos États ont eu recours à l'endettement, et souvent à un endettement massif qui a été sans commune mesure avec notre capacité de création des recettes, et cela nous a conduit dans ce qu'on appelait les programmes d'ajustement structurel, les programmes d'ajustement structuraux du FMI et de la Banque mondiale, qui ont étranglé nos économies pendant près de 20 ans, les plongeant dans une récession économique grave dont on arrive à peine à s'en sortir. On arrive à peine à s'en sortir. Je me retourne vers vous, le docteur Jérémy Toko. Alors, monsieur Pierre Nonka m'a parlé des mots d'endettement des systèmes. Alors, selon vous, quelles sont les formes d'endettement que les pays africains sont victimes aujourd'hui ou contractent? Oui. Je pense que, pour être assez bref, il y a deux façons de s'endetter. On peut s'endetter par la banque, on peut s'endetter par les marchés financiers. Le premier type d'endettement, c'est l'endettement des économies d'endettement. Le deuxième type, les économies de marché. Tous les pays occidentaux se sont endettés pour se développer. Les théories de l'endettement ont démontré que les pays africains n'ont jamais eu suffisamment d'épargne pour pouvoir investir, et comme les pays occidentaux aussi à une certaine époque ont manqué d'épargne et ils ont recours à l'emprunt. Et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent une certaine loi qu'on appelle aujourd'hui la loi Rothschild, qui a été écrite par l'ancien président français Pompidou, qui interdisait aux États de pouvoir battre de la monnaie pour se développer et de s'adresser uniquement aux banques. Ce qui fait que même un pays comme la France, son budget est composé d'intérêts, d'endettement qui prennent. La France, pour payer ses fonctionnaires, s'endette tous les mois d'un certain montant. Donc l'endettement est quelque chose de normal dans une économie. Nos pays veulent faire recours à l'extérieur parce que l'intérieur ne marche pas. On a tendance à oublier que notre société est une société de méfiance, où les gens ne se font pas confiance. Je prends l'exemple de la bourse. Combien d'entreprises camerounaises y a-t-il à la bourse de Douala? Depuis qu'elle est là, on trouve 3 entreprises. Pourquoi les autres ne veulent pas s'inscrire à la bourse pour trouver ce financement qui leur permettrait de se développer davantage? Pourquoi? Nous avons vu depuis quelques jours la liste des milliardaires camerounais qui sont nombreux. On se demande bien quelles sont leurs entreprises et elles sont cotées dans quelle bourse. Là, la bourse de Douala, on ne trouve personne. Donc l'endettement est normal, aussi bien pour un ménage comme pour un État. Les différents modes d'endettement qui peuvent se présenter à un pays, comme les actions, bien les obligations qu'ils peuvent mettre, il n'y a pas un problème sur l'endettement en tant que tel. Le problème, c'est ce qu'on a fait de cet argent. Qu'est-ce qu'on a voulu faire et qu'est-ce que cela a donné? Le chemin qu'on va projeter tout à l'heure va montrer que ce qui est important, et dans les causes que vous avez pu évoquer, M. Henri Diabaté, de l'endettement, vous allez voir que ce sont les investissements improductifs
réalisé, vous avez appelé les éléphants blancs, qui n'ont jamais rien rapporté. D'accord, voilà, il y a ce schéma qui est là, sur nos écrans, c'est le circuit économique keynésien. Ce schéma nous montre parfaitement qu'au sommet du circuit économique keynésien, il y a les banques, les institutions financières, et que les banques sont les intermédiaires entre ceux qui ont un excès de financement et ceux qui manquent de financement. Et que ces banques prennent de l'argent à ceux qui en ont plus pour donner à ceux qui en manquent. Mais quel est le problème camerounais ou le problème africain? Que les banques que nous avons chez nous ne sont pas nos banques. Ce sont les banques avec les capitaux étrangers qui financent les entreprises multinationales. Mais vous avez quand même des banques comme Afriland Bank, qui est une banque camerounaise. Vous avez UBA, peut-être n'est pas une banque camerounaise, mais c'est une banque africaine. Vous avez Ecobank. Évidemment. Donc, ça ne tient pas beaucoup ce que vous dites. Oui, vous pouvez le penser. Ce sont quelques banques. Pour financer un projet d'envergure, c'est un pool bancaire. Et un pool bancaire ne se limite pas à 2 ou 3 banques dont les capitaux ne sont pas suffisants pour pouvoir financer. Même en Europe, il faut toujours un groupement de banques pour financer les grands projets. Et dans le cas d'espèce de notre pays, le paradoxe c'est quoi? C'est que l'épargne de nos banques, c'est l'épargne des Camerounais, mais cette épargne finale des entreprises étrangères. Combien d'entreprises camerounaises sont victimes du fait qu'ils n'arrivent pas à avoir de financement et tout le monde sait que nos banques sont surliquides. Les banques qui sont chez nous sont un instrument de contrôle de notre développement parce que nous sommes en concurrence avec les pays étrangers, avec la France, les États-Unis. Donc on limite le financement de nos économies à travers le mécanisme des banques étrangères qu'il y a sur notre territoire. Ces banques ne sont pas là pour nous aider. Ils sont là pour contrôler notre développement et ils l'orientent vers les domaines où la concurrence ne peut pas se faire avec leurs banques. Donc nous avons intérêt, je vais chuter par là, d'avoir la conscience que si nous ne partons pas unis dans le chemin du développement, avoir des banques solides, ce n'est pas seulement les problèmes des banques, c'est un problème institutionnel. C'est un problème institutionnel. Si nous ne pourrons pas avoir une véritable démocratie, où chacun a peur que la démocratie va m'enlever, la démocratie va faire ceci. Si nous n'avons pas une vraie démocratie, nous ne pourrons pas résoudre le problème de l'endettement. Donc je reste avec vous. Donc ça veut dire que le problème d'endettement des pays africains est intimement lié avec le système de gérance ou de gouvernance qu'ils ont. Évidemment, l'économiste Amartya Sen a dit ceci. Il n'y a pas de bonne économie sans vraie démocratie. Et il a démontré cela dans le cas de l'Inde. Comment l'Inde a pu se développer? C'est quand la démocratie a pu s'installer dans ce pays où les gens avaient peur de perdre leur pouvoir, de perdre leur position, s'ils ne venaient pas à réaliser ce qu'ils avaient promis. Mais ce n'est pas le cas dans les pays africains. D'accord, je rappelle et j'espère que le docteur Toko ne va pas me contredire que le Nigeria est devenu la première économie en Afrique uniquement quand, en 1999, elle est devenue une démocratie. Évidemment. Voilà, donc c'est une leçon à ceux qui pensent que la démocratie, c'est un luxe pour les Africains. Je vais vers vous, M. Pierre Nunkam, pour vous poser une autre question, parce que dans votre réponse, vous avez un peu compris les arguments du docteur Jérémy Toko. Je viens vers vous. Vous avez dit que, si je ne me trompe pas, que les pays africains vont s'endetter à l'extérieur et pourtant, ils pouvaient élever les fonds à l'intérieur. Tout à fait. Bon. Vous ne voyez pas, lui, il dit que si on ne le fait pas à l'intérieur, c'est parce qu'il y a un manque de confiance. Est-ce que votre théorie tient encore debout? Non, il faut qu'on arrête de nous rabâcher les oreilles avec ce que les Occidentaux ont essayé de nous inculquer dans la tête. Il faut qu'on transcende ça. Mais écoutez... Donc, en quelques mots, le docteur Toko ramène tout ce que les Occidentaux nous disent. Oui. Mettez ça de côté. Il faut qu'on en arrête ça. Écoutez, ces pays, nous sommes tous d'accord que quand on dit qu'on vient piller chez nous pour aller aujourd'hui nourrir les enfants européens, ça veut bien dire que la richesse est plutôt chez nous. Quoi, c'est clair. Quand il dit lui-même que ces banques viennent accompagner les entreprises européennes à s'implanter, à exploiter chez nous, ça veut dire que la richesse est plutôt chez nous. Écoutez, d'où vient-il que quand on prête quoi à celui qui investit? Qu'est-ce qu'on lui prête? On lui prête les capitaux. Les capitaux, ce n'est pas les papiers, ce sont ces moyens qu'on prête à celui qui veut investir. Et puis, ces pays, quand on nous fait croire qu'il faut aller obtenir l'épargne plutôt ailleurs et que nous n'avons pas l'épargne, comment ont-ils pu faire pour avoir l'épargne?
Mais ne soutenez pas une chose et son contraire, docteur. Vous parlez des banques. La richesse se crée sur place. Que les banques octroient et les crédits se créent, la monnaie se crée à base de rien à l'intérieur. Elle se crée à base de rien. Et je vais faire simple qu'on comprenne. Quand vous allez à la banque à l'heure actuelle, vous avez 10 hectares de terrain, 100 hectares, vous avez besoin d'1 milliard de francs. Vous n'avez rien du tout, mais vous avez le terrain. Titré ou pas titré, le projet est bien monté. Ça veut dire que ça, on peut produire et rembourser. La banque va au crédit de votre compte et porte le milliard de francs dont vous avez besoin. Vous n'avez rien à porter du coup. La banque a créé la monnaie, la banque a créé la richesse. Bien vide soit, mais au fur et à mesure que vous allez produire et rembourser, on vous donne la possibilité d'avoir des billets, de tirer des chèques et de payer, ceux qui vous apportent leur main d'œuvre et consorts. C'est ça, créer la richesse sur place. En même temps, il dit que les banques sont des banques qu'il faut décoloniser. Parce qu'il faut appeler le chat. Il faut décoloniser ces banques, je suis d'accord avec lui. Mais en même temps, ne me dites pas que la richesse se crée à l'extérieur, que l'épargne, nous n'avons pas d'épargne. Le système bancaire est justement fait pour créer, pour mettre les enfants d'un pays au travail. Mais il dit, si ça ne se fait pas parce que ici, les gens ne font pas confiance aux structures bancaires. Quand on a l'exemple, il a parlé de la bourse du Cameroun, qui est une boursette en réalité. Et lui, ça, c'est encore des détails. C'est encore des détails qu'il nous faut transcender. Il faut que le système bancaire, dans son âme, et que le peuple lui-même se mobilise. La banque appartient au peuple. Il faut que le peuple se mobilise pour faire comprendre aux banques que quand on prête à la population ne vit pas en dehors de la société à laquelle la banque même est installée. Vous me suivez bien? Je vous suis. Alors, quand on prend 10 000 jeunes qui sortent des universités diplômés, tel ingénieur, qui je ne sais pas quoi, chercheurs, ainsi de suite, qui doivent apporter chacun dans son domaine de compétences quelque chose pour la construction du Cameroun et de l'Afrique. Il faut que le système bancaire mise sur ses enfants. Quand on prend 10 000 jeunes et qu'il faille accorder 20 millions de crédits à chacun, les banques vont faire comme je vous l'ai dit là. Peut-être 6 000 peuvent ne pas rembourser, mais 6 000 auront dépensé peut-être 60 milliards à consommer. Ça veut dire à faire de la demande aux entreprises qui peuvent produire. Ça reste à l'intérieur. Les 4 000 autres vont créer d'autres entreprises et finalement employer 200 000 personnes. Graduellement, les 100 milliards qui auraient été injectés sur les ressources monétaires, je dis bien ressources monétaires, seront restés dans l'économie et auront constitué un levier pour booster davantage l'économie. Il faut, quand nous parlons, quand vous nous invitez, nous ne venons pas ici parler d'une boutique qui est ouverte à côté, nous voulons parler macroéconomie, c'est-à-dire la conception du système qui doit faire changer ce Cameroun et qui doit faire changer l'Afrique. Il faut que le peuple lui-même comprenne. Je vais bien croire qu'il faudrait que ce soit le président Biya qui a Yaoundé, mon pays, qui prenne un décret pour changer je ne sais pas quoi. Mais il a souvent dit lui-même qu'il faut que le peuple, tout problème que vous résolvez là où vous êtes est un pont que vous construisez vers l'avenir. Donc ne nous croisons pas les bras pour attendre seulement que ce soit... Je ne dis pas que je puisse cautionner un temps soit peu la corruption. Loin s'en faut. Nous prions à l'Église catholique tous les jours pour ça, contre la corruption. Je suis chrétien catholique. Nous prions tous les jours contre la corruption. Mais il ne faut pas que nous baissions les bras pour dire que tout va venir d'en haut. Il faut que le peuple se mobilise. Le président Biya a souvent fait appel à la société civile. Je suis président de l'association de consommateurs. Et la société civile n'existe pas au Cameroun. Je ne peux pas dire qu'elle n'existe pas, Elie. Il faut, quand on est à 2 ou à 3, il faut commencer et jeter les bases, d'autres viendront. Il faut croire en l'avenir. Moi, je bataille là où je me trouve. Pour ça, ça fait 18 ans que j'ai fait ces recherches. Je me définis aujourd'hui comme auditeur bancaire pour pouvoir gérer les risques que les banques font courir à leurs clients. Les ajouts que les banques piquent par-ci, par-là. Voilà autant de moyens que les gens devraient avoir pour consommer et évoluer davantage. Donc, les richesses se créent là où on est. Je vais prendre un exemple pour chuter. Oui, pour chuter, oui. Alors, quand l'Europe a été initiée par la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu le plan Marshall qui a été mis sur pied pour la reconstruction de l'Europe. Dès que ce plan a été mis sur pied, peu de temps après, les Européens ont interdit les investissements américains chez eux pour créer la richesse sur place. Parce que plus vous vous ouvrez vers l'extérieur, plus vous êtes dépendant de l'extérieur et vous hypothéquez votre indépendance économique. Au jour d'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, quand on dit que nos chefs d'État sont ceci ou cela, il faut que le peuple se mobilise pour comprendre que déjà nous
par rapport aux microfinances et consorts, c'est quand même une porte de salut, les microfinances que je salue. Ça a causé trop de problèmes aux Camerounais, particulièrement, je suis du Cameroun. Mais il reste que ces microfinances qui sont les banques locales, qui sont les banques nées sur place, qui ne sont pas les banques coloniales, comme a dit... ou à capitaux étrangers. Docteur Toko, ce n'est pas les capitaux qui posent problème en tant que tel. Parce que les capitaux, quand vous avez apporté 10 milliards de capital pour collecter 400 milliards de francs, c'est vos 10 milliards ne valent rien du tout. Qu'on ne nous rabâche pas les oreilles avec les capitaux étrangers. Qu'on peut nous dominer, mais ne nous faites pas avaler des couleuvres, Élie. D'accord, mais je veux rester avec vous, sans vous couper dans l'esprit. Est-ce que donc, quand vous parlez, donc, vous optez pour que les économies africaines restent autonomes et fermées? C'est ce que vous êtes en train d'opter alors? Pas autonome et fermé. Autonome, oui. Fermé, non. Chaque chose, mais fermé, ça veut dire ne pas coopérer avec la communauté internationale. Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, par exemple, si vous voulez, il faudrait que le Cameroun, par exemple, quand on parle de quitter le franc CFA aujourd'hui, crée le franc CFA et crée sa propre monnaie pour mettre les enfants de ce pays au travail. Et qu'on ferme les frontières jusqu'à un certain niveau, aucun pays ne peut vivre sans un minimum de protectionnisme. La monnaie pourrait en être un de ces moyens pour pouvoir arriver à ce que je dis. D'accord, on va revenir vers vous. Je me retourne vers vous, monsieur Henri Diabaté. Je crois que le docteur Toko a dit, et même monsieur Pierre Nunca m'a aussi parlé du problème de l'endettement pour des projets dits éléphants blancs. Par exemple, je vous pose une question. Est-ce que, par exemple, on parle de pays africains, le cas du Cameroun qui va organiser la Coupe d'Afrique en 2016 et la Coupe d'Afrique en 2019. Et dernièrement, c'est le Congo-Brazzaville qui a organisé les Jeux africains. Est-ce que ces grands événements sportifs, ce n'est pas un gouffre à sous ou une manière d'endetter les pays africains? Non, mais lorsque vous préparez un événement, c'est-à-dire vous avez un problème, vous allez manifestement, vous ne pouvez pas le financer, vous faites recours. Docteur Toko a précisé tout à l'heure, il y a un problème, on arrive à un problème de mobilisation de l'épargne interne. On ne l'a pas fait pendant 50 ans. C'est vrai qu'il y a le contexte de création du secteur de la microfinance qui est en plein essor chez nous. Mais il faut dire les États, compte tenu de la faiblesse de l'épargne locale, vont sur les marchés, écument les marchés internationaux pour la recherche de l'argent. Et évidemment, lorsque on a des projets de développement, construction de stades, parce qu'organiser une manifestation de ce genre, il faut construire l'infrastructure sportive, l'infrastructure routière, il faut prévoir l'infrastructure hôtelière, il y a les problèmes de communication. Cet ensemble de préoccupations commande de l'argent. Il faut de l'argent, il faut des moyens financiers. Il est évident que lorsqu'on va sur le marché financier, tout de suite, ce ne sont pas des projets qui sont rentables là, sur place. Donc, ils ne sont pas rentables à court terme. Donc, ils sont rentables à long terme et cela pose le problème maintenant de l'adéquation entre les ressources qui sont drainées et le type d'utilisation dans les projets qui sont utilisés. Est-ce que ces projets-là, cet argent utilisé dans ces projets, il y a une réelle adéquation? Est-ce que les projets qu'on monte sont capables de générer des ressources pour rembourser le prêt qu'on a fait, qui nous a été consenti en amont? Donc c'est ça véritablement qui pose problème. Bon, jusqu'ici, je pense que si les investisseurs étrangers font confiance aux pays comme le Cameroun, le Congo, en leur donnant des ressources pour financer un certain nombre de projets, maintenant, tout dépend maintenant de la volonté politique. Les Camerounais qui soient capables de créer, c'est-à-dire de créer des projets viables, qui soient capables de générer des ressources, des projets viables dans des secteurs bien précis, qui soient capables de générer des ressources pour rembourser les prêts qui ont été consentis. Quand vous dites des projets viables, organiser une Coupe d'Afrique, ça sert à quoi au Cameroun? Mais ça fait des routes, il y a des routes, l'infrastructure hôtelière, il y a le problème de communication, on met la 4G directement. Il y a les problèmes d'hôtel. Vous imaginez, on dit qu'entre Douala et Limbe, il faut une autoroute. Il faut imaginer pour la canne, pour l'autoroute, il faut refaire des hôtels, ça va créer de l'emploi. Et il y aura maintenant, lorsque dans ces États où les gens réfléchissent, qu'est-ce que les États font? On investit dans la formation des cadres du secteur hôtelier, des cadres dans le secteur routier. Donc,
un investissement accru dans la formation, un investissement accru dans en fait, il faut former les gens qui vont travailler, mais aussi acquérir le savoir-faire, le know-how, comme on le dit. Donc, c'est important, c'est tout ça, c'est une conjonction de choses. Donc, in fine, c'est à l'État de bâtir. C'est à l'État de bâtir sa politique, de créer une adéquation entre la ressource qui est drainée et le projet qui doit fournir des recettes suffisantes pour pouvoir rembourser le crédit. Pour pouvoir rembourser le crédit. Docteur Toko, je viens vers vous. Vous avez dit qu'il faut des endettements utiles. Je pose une question que pose par un internaute qui s'appelle Alphonse Ndongo. Il pose cette question du Congo. Voilà. Est-ce que le réendettement des pays africains auprès de la Chine, à travers des marchés financiers locaux, comme on appelle appel à des épargnes publiques ou emprunts obligataires, est-il de bons endettements ou de mauvais endettements? Bien, je pense que d'emblée, on ne peut pas dire il y a un bon ou un mauvais endettement. C'est ce qu'on fait de l'endettement qui compte. Et jusqu'aujourd'hui, on peut se rendre compte que les réalisations qui sont faites, tout à l'heure vous avez parlé des stades, tout à l'heure vous avez parlé des routes, c'est très bien. Le pays, le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Le tourisme doit avoir une place très importante, mais le tourisme n'est pas développé dans notre pays. Donc l'État doit donner un coup de main. Tout à l'heure, Monsieur Nunkam a parlé des banques qui collectent beaucoup d'argent. Ils apportent peut-être 10 milliards et collectent beaucoup, 100, 200 milliards. Mais c'est l'épargne des Camerounais. Mais les banques restent les donneurs d'ordre pour l'utilisation, pour la ligne d'investissement, la ligne de crédit. Elles restent les donneurs d'ordre. Elles contrôlent l'économie. À travers cela, l'endettement que le Cameroun va obtenir à travers les obligations chinoises, cet endettement-là sera utile s'il va dans des investissements dont la productivité peut être à court, à moyen ou à long terme. Restez un peu dans votre fil d'idée. Est-ce que, par exemple, organiser la Coupe d'Afrique des Nations, les 2 Coupes d'Afrique, c'est des investissements rentables à court ou à moyen terme? C'est des investissements qui sont rentables à moyen terme. C'est l'image du Cameroun, sa capacité à pouvoir organiser des manifestants de grande envergure. C'est l'image du Cameroun. C'est du travail qui est donné à des intermédiaires, à des sous-traitants, parce qu'on va embaucher des gens pour travailler. Sur ces stades-là, ainsi de suite, c'est du travail. Mais en même temps, il y a un problème fondamental qui se pose dans notre pays quand nous parlons des investissements. C'est la recherche. Tant que nous n'avons pas un pool de recherche capable de soutenir des investissements faits par des Camerounais, nous serons toujours à la merci des Occidentaux. Quand on veut construire des stades, qui on va appeler? Le savoir-faire viendra d'où? La Chine. Et pourquoi nous, aujourd'hui, on ne peut pas faire des stades de football? Pourquoi nous, aujourd'hui, on ne peut pas construire des hôtels à un certain niveau? Donc, il y a un manque de savoir qui doit être regardé en face à notre besoin de développement. Et ce manque de savoir est seulement maintenu par un pilier de recherche qui n'existe pas dans notre pays. On veut bien investir, mais ceux qui doivent mener ces investissements ne sont jamais les Camerounais. Oui, donc, pardon, ça veut dire que le réendettement des pays africains auprès des pays comme la Chine ou à travers les marchés obligataires, les marchés locaux ou comme ce qu'on appelle l'emprunt obligataire, c'est un danger pour les pays africains. C'est un danger dans la mesure où ces endettements-là vont créer d'autres endettements, puisque nous ne créerons jamais à ce jour suffisamment de valeur ajoutée pour pouvoir rembourser. Parce que quand on mesure souvent l'endettement d'un pays, on fait le ratio dette sur PIB. Le PIB, c'est quoi? Produit intérieur brut. C'est la somme des valeurs ajoutées. C'est ce ratio que j'ai montré dans le chemin monde, où on a eu investissement aux sommes des PIB sur la dette. Donc, tant qu'on ne crée pas suffisamment de richesse, on restera permanemment endetté. Et c'est le problème des pays africains. Nous ne créons pas suffisamment de richesses. Les pays africains ne créent pas suffisamment de richesses. Vous partagez cette idée, M. Nunca? Non, je ne peux pas du tout. Ça serait dire que nous sommes condamnés définitivement. Non. Nous sommes des feignants. Dans toute économie capitaliste, les plus gros besoins sont ceux des entreprises. Ce n'est pas ceux des États.
dans toute économie capitaliste. Les plus gros besoins financiers sont ceux des entreprises et non ceux des États. Et il a dit tout à l'heure qu'au jour d'aujourd'hui, on demande aux États davantage d'aller plutôt vers les financements privés. Ce que d'ailleurs je condamne fortement, parce qu'une banque centrale est la banque des États. L'État doit tendre la main à sa banque pour obtenir un préfinancement de ses besoins que la recette fiscale vienne après rembourser. Alors, quand on peut soutenir que nous sommes condamnés à rester pauvres parce qu'il n'y a pas de projet, parce que nous n'avons pas de savoir-faire, j'ai dit non. Écoutez, quand on parle même de manque de savoir-faire pour construire l'État, j'ai dit non, il y a des architectes camerounais. Mais a-t-on accepté de prendre le risque sur les architectes camerounais de donner les moyens? J'ai dit, voilà là où le bas blesse. Et c'est là où je reviens à dire que la richesse se crée là où on est. Et si nous sommes tous d'accord, tout le monde le dit, qu'on vient piller chez nous pour aller à l'étranger. Ça veut dire que la richesse est chez nous et non ailleurs. Donc le problème, c'est la mise en valeur. Il faut que le système bancaire mette le peuple camerounais, le peuple africain au travail. Graduellement, la Chine s'est fermée pendant longtemps. La monnaie chinoise, le yuan, il y a moins d'un an que j'ai su même comment la monnaie chinoise s'appelait. C'est depuis à peu près 3 mois, 6 mois, toutes les réserves d'échange, ils en avaient à peu près peut-être la moitié de la planète. Tout était conservé en dollars, mais le yuan chinois n'était jamais autorisé à être convertible. Cette monnaie travaille à l'intérieur, à mettre les enfants au travail et à engranger les bénéfices, soit des dollars et consorts pour conserver à l'extérieur. Aujourd'hui que la Chine est devenue première puissance économique mondiale avec des réserves d'échange faramineuses, elle met ses réserves en jeu pour aller conquérir le monde et imposer sa manière de voir. Et en même temps acheter le monde. Donc je dis, la richesse se crée sur place par le mécanisme de la création monétaire. Quand on parle de la faiblesse de l'épargne locale, je reviens dessus, parce que c'est toujours ce qu'on essaye de nous faire avaler comme couleuvre pour nous endormir. Oui. La richesse se crée là où on est, et le système bancaire moderne est fait pour ça. Le crédit qu'on vous accorde est fait à base de rien, il s'agit d'une écriture. D'accord. Akbar, je savais que c'est une émission, ce que vous dites, vous trois, c'est extraordinaire. Mais je vais vous poser une autre question. Est-ce que, en ce qui concerne le franc CFA, est-ce que le franc CFA est une source d'endettement des pays africains de la zone CFA? Endettement par rapport à qui? Aux Français? À la France? C'est une question que je vous pose. Non. Est-ce que vous partagez, il y a ceux qui se disent qu'on reste dans le franc CFA ou on quitte et que si on quitte, ça va aider aux pays d'Afrique à développer? Écoutez, jusqu'à il y a 2 semaines, je défendais Mordicus, le franc CFA. Et je continue à le défendre. Techniquement, je le défends. Mais décider de quitter le franc CFA, c'est une décision politique. Alors, en apprenant qu'il y a eu au sommet de l'UA une tendance à vouloir créer une monnaie unique africaine, j'ai dit, c'est une décision politique. Si tel est le cas, il faudrait que le Cameroun, en abandonnant le franc CFA, crée sa propre monnaie. D'accord. Pas pour aller à la monnaie unique africaine. D'accord, c'est très bien. Le Cameroun crée sa propre monnaie, pas adapter ou joindre la monnaie unique africaine. Je vais vous poser la question, monsieur Henri Diabété. Existe-t-il un seuil critique d'endettement? C'est l'exemple de la crise grecque qui m'a beaucoup frappé. Parce que ça m'a permis de comprendre, d'essayer de comprendre un peu, les mécanismes financiers. On nous a dit que la Grèce avait 170% d'endettement. Parce qu'il faut comprendre que l'endettement public n'a rien à voir avec les déficits publics. Moi, je n'ai pas fait d'études d'économie, j'avais tendance à mélanger les deux. Mais c'est là où j'ai compris que le niveau d'endettement public de la Grèce est de 170% et que c'est un niveau insoutenable pour l'économie grecque. Les Grecs n'avaient pas les moyens, l'économie grecque n'avait pas les moyens de rembourser. Alors, j'ai compris, je me suis dit que mais ça veut dire que quand tu atteins ce niveau-là, tu n'en peux plus. Mais ce qui est curieux, c'est que dans le même temps, tu vas trouver le Japon qui se retrouve avec 240% d'endettement public, et qui se porte très bien, et qui n'a pas de problème. Mais c'est là où j'ai senti que je me suis rendu compte que
l'endettement public, il n'y a pas de seuil magique. Il n'y a pas de seuil. Ça n'existe pas. Il y a des pays qui supportent, qui ont un endettement fort, mais qui arrivent, qui ont les capacités de remboursement, qui peuvent s'en sortir. D'ailleurs, en Afrique, on a vu des pays qui avaient un endettement faible, qui se sont mis en défaut, qui étaient comment on appelle ça? Défaut de paiement. En défaut de paiement, alors qu'ils avaient un niveau d'endettement qui était faible. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de seuil magique. Tous les pays, c'est en fonction de votre capacité, votre capacité économique, de votre économie de rembourser la dette, que généralement se situe le niveau. Chaque pays a un seuil, chaque pays a son seuil propre d'endettement. Voilà. Voilà, je vous parce que bon, c'est une émission, on n'a pas assez de temps, c'est quelque chose, c'est très intéressant ce que vous dites tous, mais je vais vous poser rapidement, on va faire un dernier tour de table. Docteur Toko, si vous avez un conseil à donner aux politiques africaines pour maîtriser l'endettement, vous leur dites quoi? Si j'ai un conseil à leur donner, je vais me référer au maître chinois Confucius. Son élève un de ses disciples lui avait demandé, dans un ouvrage qui s'appelle L'art de gouverner, quelles sont les 3 choses qui sont importantes quand on est président de la République. Il a dit qu'il y a 3 choses qui sont importantes. La première, il y a 3 choses. La première, c'est que les vivres ne manquent pas. Dans un pays, quand tu es responsable, il faut que tu t'occupes de cela. Deuxièmement, il faut que ton armée soit suffisante pour défendre le pays. Et la troisième chose, c'est que la confiance des citoyens au pouvoir puisse demeurer longtemps. Et il lui a posé une question subsidiaire, mais si on enlevait une de ces choses, laquelle on pouvait enlever? Il a dit qu'il fallait enlever les vivres. Il fallait enlever l'armée. Et puis la deuxième, c'était quoi? Il a dit les vivres. Et l'étudiant était étonné, le disciple était étonné qu'il a laissé la confiance. Et Confucius lui a expliqué que quand on perd la confiance, on a tout perdu. La monnaie, c'est la confiance. Monsieur Pierre Nounkam, tout à l'heure, quand on était en coulisses, il a dit quelque chose qui est très intéressant. Et je pense peut-être que nous reviendrons aussi pour parler de ça. Exactement. Kessner a dit que la monnaie, c'est comme le sang. La monnaie circule dans l'économie. C'est pourquoi j'ai fait ce circuit, comme le sang circule dans le corps. Et si votre sang perd de ce qui est essentiel, vous allez mourir. Et si notre monnaie, qui doit circuler dans notre économie, n'a plus de valeur, rien ne va plus marcher. Donc, je conclue en disant qu'une seule chose est importante, que la société de confiance qui nous manque dans ce pays puisse être mise à l'œuvre, construite, pour que nous sortions de notre endettement. D'accord. Alors, Pierre Nounkam, nous n'avions pas assez de temps, vous avez peut-être 1 minute. Dites-nous un peu, vous maîtrisez la monnaie, c'est un bon débat. Alors, quel conseil pouvez-vous donner aux pays africains pour maîtriser cet endettement? Je voudrais d'abord dire merci à Dr Jérémy Toko. On s'est trouvé ici, je ne savais pas qu'il me suivait et j'ai dit c'est vraiment magnifique. Des 3 choses qu'il a eu à énumérer par rapport à la confiance. Si les gens ne mangent pas, si l'armée n'a pas sa solde régulière, alors le peuple forcément perdra confiance. Et pour que le peuple ne perde pas confiance, il n'y a que la monnaie à pouvoir mettre le peuple au travail et à résoudre tous les 3 problèmes. C'est-à-dire qui est à manger, que l'armée ait sa solde. La solde de l'armée, c'est pour aller payer à manger, c'est pour envoyer les enfants à l'école, c'est pour se soigner et tout le reste. Donc la monnaie, s'il y avait quelque chose à dire, je dirais s'il faut que les pays africains, particulièrement membres de la zone CFA, abandonnent le franc CFA, il faudrait que chaque État crée sa propre monnaie. Ça ne serait pas pour aller à la monnaie unique africaine. Je lance d'ici avril un forum à Yaoundé et à Douala par rapport à ce sujet. Comme vous avez promis nous inviter à nouveau par rapport à la question du franc CFA, par rapport à ce que c'est le sang de l'économie, pour pouvoir voir là où les organisations sont gangrénées pour qu'on puisse ausculter et voir où se trouve le problème. Je pense qu'il va mettre derrière ici en disant que d'ici avant avril, on sera certainement déjà revenu pour éclairer davantage nos frères, nos sœurs, les dirigeants et apporter notre modeste contribution à la marche du Cameroun et à la marche de l'Afrique. Merci beaucoup, Monsieur Pierre Nounkam. Et vous, Henri Diabaté, on va finir. Non, mais je dis, mon combat, c'est que l'endettement, c'est nécessaire, c'est bien, c'est nécessaire. Il faut aller chercher de l'argent pour financer l'économie. On a des projets d'émergence, c'est bien, mais le véritable problème, je dis aux Africains, les mêmes causes produisant les mêmes effets, attention. Il faut faire un audit. Il faut procéder à un audit de la dette.
parce que les bombes à retardement qu'on a dans les contrats qu'on a signés. Nos États, nos dirigeants sont tellement malhonnêtes qu'ils signent des contrats léonins avec tous les circuits. C'est-à-dire que des contrats qui donnent la part, qui réservent les parts belles. Léonin, ça vient de Lyon. Donc, ils donnent la part belle à tout le système mafieux, à tous les mafiosi qui sont cachés en Occident. Et quand ils arrivent ici, ils nous imposent des conditionnalités incroyables sur l'économie et qui nous mettent dans une camisole de force. C'est ce qui fait que nos économies restent entièrement dépendantes des besoins des métropoles pendant qu'elles ne parviennent pas à satisfaire les besoins locaux. C'est pourquoi il serait de bon ton de pratiquer un audit d'abord de la dette depuis 50 ans et maintenant rentrer sur les marchés, rendre les contrats publics. L'État ne doit plus signer les contrats avec la Chine dans l'obscurité. On ne doit plus signer les contrats avec la FMI dans l'obscurité. On doit savoir, la société civile doit être forte, elle doit savoir ce qui se passe. On doit venir chercher ces experts, leur dire, est-ce que vous êtes d'accord avec le contrat qu'on vient de signer avec le FMI? Quelle appréciation portez-vous à ça? Donc c'est important que l'État le fasse. Et si l'État ne le fait pas, ça va créer la méfiance. Et quand il y a la méfiance, il n'y a plus la confiance. Merci beaucoup, M. Henri Diabaté, et merci beaucoup à M. Pierre Nunkam. Il est économiste, monétariste, ancien cadre à la BEAC et auditeur bancaire. Et je tiens aussi à remercier le docteur Jérémy Toko. Il est économiste universitaire, chargé de cours à l'université de Douala au Cameroun. Merci une fois de plus à Henri Diabaté. Vous avez suivi ce qui m'a marqué dans tout ce que nos panélistes ont dit aujourd'hui, c'est que une économie change quand il y a une bonne démocratie. Donc quand il y a la confiance. Nous tenons à remercier M. Serge Nyama, Alphonse Ndongo, Rajuman Teddy, Elvis Mbongo, Romis, Moussa Kilo, Abdou Njikam, Robert Alain Lipote, Niobé Baudouin Niobé, qui nous ont écrit par Internet. Et notre pensée va à notre compatriote Melvin Ngassam Chamba, disparu au Congo-Brazzaville depuis 5 ans. À vendredi prochain pour un autre sujet économique. Merci de rester toujours scotché aux émissions de Canal 2 Info, la chaîne bleue. Merci beaucoup.